Je n'aurais jamais imaginé que mon anniversaire se terminerait par des sirènes et du verre brisé. Un instant, je rentrais d'un dîner tranquille avec des collègues au bistrot parisien, et l'instant d'après, je me réveillais au son des machines et à l'odeur aseptisée de l'hôpital. Mon corps me faisait mal à des endroits dont j'ignorais l'existence, et mon esprit était embrumé par la confusion. C'était une soirée d'automne typique à Lyon. Les premières feuilles tombaient sur les quais de Saône, et j'avais décidé de célébrer mes 35 ans simplement, avec quelques collègues de la banque où je travaillais depuis presque 10 ans. Rien d'extravagant, juste un bon repas, un verre de Côte-du-Rhône et des conversations légères. Ma vie avait toujours été ainsi, mesurée, prévisible, sans vagues. Le dîner s'était terminé vers 22h. J'avais refusé le dernier verre proposé par Sophie, ma collègue la plus proche, arguant que demain serait chargé et que je préférais rentrer tôt. Allez, Élise, c'est ton anniversaire, avait-elle insisté, mais j'avais tenu bon. J'avais toujours été la raisonnable du groupe. Je me souviens avoir pris le volant de ma Renault Clio, avoir mis la radio France Inter diffuser une émission sur la littérature contemporaine. J'avais pris la route de Villeurbanne, où se trouvait notre appartement, celui que je partageais avec Thomas depuis 8 ans. C'est sur le pont de la Guillotière que tout a basculé. Les phares éblouissants, le crissement des pneus, le choc violent. Je me rappelle avoir pensé, dans cette fraction de seconde où le temps s'étire infiniment, Thomas va s'inquiéter. Puis, le noir complet. Une infirmière au visage doux m'a appris que j'avais été victime d'un grave accident de voiture. Ma jambe était cassée, 3 côtes fracturées, et j'avais une commotion cérébrale. Mais la pire douleur venait de la constatation que j'étais seule. Madame Durand, vous avez eu beaucoup de chance, m'a dit le docteur Moreau lors de sa première visite. Le conducteur qui vous a percuté avait un taux d'alcoolémie très élevé. Il s'en est sorti avec quelques égratignures. J'ai hoché la tête, incapable de ressentir quoi que ce soit à propos de cet inconnu qui avait failli me tuer. Mes pensées étaient ailleurs. Pas de fleurs. Pas de ballons. Pas de mari assis anxieusement à mes côtés. Pas de visage familier se précipitant avec inquiétude. C'était mon anniversaire. Et pourtant, les seules voix que j'entendais étaient celles des infirmières et des médecins, faisant efficacement leur travail, ignorant ou peut-être indifférents que ce jour était censé être spécial pour moi. J'avais toujours imaginé que si quelque chose comme ça arrivait un jour, ma famille serait là. Mais le silence autour de moi disait le contraire. Est-ce que quelqu'un a été prévenu ? Ai-je demandé à l'infirmière qui vérifiait ma perfusion. Bien sûr, a-t-elle répondu. Nous avons contacté votre mari dès votre arrivée, vers minuit. Il a dit qu'il était en déplacement professionnel et qu'il essaierait de venir dès que possible. J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une raison. Peut-être que Thomas était vraiment coincé quelque part. Peut-être qu'il était en route. J'ai cherché mon téléphone d'une main tremblante, espérant des appels manqués ou des messages n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Cette sensation lancinante dans ma poitrine n'était pas seulement une douleur physique, c'était la morsure aiguë de l'abandon. La nuit est tombée sur l'hôpital Édouard Herriot. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville que j'aimais tant, cette ville où j'avais construit ma vie, rencontré Thomas à la faculté de droit, puis accepté ce poste à la BNP que tout le monde m'enviait. Lyon avait été le témoin de nos premiers rendez-vous au bord du Rhône, de notre mariage à la mairie du 6e, de nos projets d'avenir. Les antidouleurs commençaient à faire effet, mais ils ne pouvaient rien contre cette autre douleur, celle qui grandissait à mesure que les heures passaient sans nouvelles. J'ai vérifié mon téléphone une dizaine de fois. J'ai envoyé un message à ma sœur Camille, qui vivait à Marseille. À mes parents, retraités dans leur maison de campagne près d'Annecy. À mon meilleur ami, Marc. Même à ma belle-mère, Martine, pourtant si peu démonstrative. Je suis à l'hôpital. Accident de voiture. Rien de grave mais j'aurais besoin de compagnie. Simple. Direct. Sans dramatiser. Le silence en retour était assourdissant. J'ai fixé le plafond blanc de ma chambre d'hôpital, écoutant les bruits étouffés du couloir. Une aide-soignante est venue vérifier mes constantes, m'a demandé si je souffrais. J'ai répondu mécaniquement que ça allait, que les médicaments faisaient effet. « C'est votre anniversaire aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en regardant mon dossier. « 35 ans, c'est ça ?»
Pas vraiment la façon dont vous aviez prévu de le fêter, j'imagine. J'ai souri faiblement. Non, pas vraiment. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle ajouté avec gentillesse. Demain, votre famille sera là, et vous pourrez fêter ça en retard. L'important, c'est que vous vous remettiez. J'ai acquiescé, sans lui dire que je doutais fort que quiconque vienne. Cette pensée, plus que la douleur physique, m'a fait monter les larmes aux yeux. Je les ai retenues jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce. Puis, dans le silence de cette chambre impersonnelle, j'ai laissé l'émotion me submerger. Pas des sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues et mouillaient l'oreiller d'hôpital. C'est étrange comme un moment peut tout changer. Comme on peut passer d'une vie qu'on croyait solide à un château de cartes qui s'effondre en un souffle. Dans ce lit d'hôpital, tandis que la morphine embrumait mes pensées, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment été aveugle pendant toutes ces années, ou si j'avais simplement refusé de voir. Allongé dans ce lit d'hôpital froid, incapable de dormir malgré l'heure tardive, j'ai fait la seule chose qui m'offrait toujours une distraction, j'ai ouvert Instagram. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour détourner mon esprit du vide que je ressentais. J'ai fait défiler machinalement les stories, regardant d'un œil des influenceurs prétendre que leur vie était parfaite. Puis, j'ai vu quelque chose qui a figé mes doigts. C'était un nouveau compte. Le nom de ma sœur, Camille, mais pas celui qu'elle utilisait habituellement. Un profil privé, mais qui était resté public juste assez longtemps pour que je puisse y jeter un œil. J'ai appuyé sur la story sans réfléchir et mon cœur s'est arrêté. Ils étaient là. Ma sœur. Mes parents. Mon mari. Tous ensemble, riant sous le soleil sur un luxueux bateau de croisière. Trinquant avec des verres de champagne. Un maillot de bain. Souriant comme s'il n'avait aucun souci au monde. Le jour 2 sur le Costa Luminosa. #vacances en famille, #Méditerranée, la date était là aujourd'hui. Le jour de mon anniversaire. Pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, à peine capable de bouger, il célébrait, sans moi. Ma poitrine s'est serrée. Les larmes ont brouillé ma vision, pas seulement à cause de la douleur, mais à cause de la trahison. J'ai regardé les stories encore et encore, essayant de me convaincre qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était un ancien voyage. Mais non, le géomarquage indiquait Ajaccio, Corse avec la date du jour. Je connaissais cet itinéraire de croisière, nous l'avions même envisagé, Thomas et moi, l'année dernière. Ou plus tard, avait-il dit. Quand nous aurons plus de temps, plus d'argent. La vidéo suivante montrait ma mère, Catherine, et mon père, Jean, assis sur des chaises longues, des cocktails à la main. Merci à nos merveilleux enfants pour ce cadeau d'anniversaire de mariage, disait ma mère à la caméra. Leur anniversaire de mariage ? C'était dans 3 mois. Puis Thomas est apparu dans le cadre, bronzé et détendu, levant son verre. À 40 ans de bonheur, et à bien d'autres. Je suis resté figé, mon téléphone tremblant dans ma main. Ce n'était pas un voyage impromptu. Ce n'était pas une décision de dernière minute. C'était planifié. Organisé. Payé. Et je n'étais au courant de rien. Une nouvelle vidéo. Cette fois, c'était Marc, mon soi-disant meilleur ami, qui prenait un selfie avec Thomas et Camille. Et dîner au restaurant italien ce soir. La Dolce Vita. Marc était là aussi ? La trahison s'étendait plus loin que je ne l'imaginais. J'ai fermé l'application, incapable d'en voir plus, mais l'image de leurs visages heureux et insouciants restait gravée dans mon esprit. Des questions se bousculaient dans ma tête. Comment avait-il pu me cacher ça ? Depuis combien de temps préparait-il ce voyage ? Et surtout, pourquoi ? Que avais-je fait pour mériter d'être ainsi mise à l'écart, exclue de ma propre famille ? Je me suis rappelé les derniers mois. Thomas qui rentrait tard du bureau presque chaque soir. Les appels téléphoniques qu'il prenait en s'isolant sur le balcon. Les week-ends où il disait aller jouer au tennis avec des collègues. Ces petits déjeuners silencieux où nous étions comme 2 étrangers partageant un appartement. Mais jamais, jamais, je n'aurais imaginé une telle duplicité. Une telle coordination entre les personnes que j'aimais le plus au monde pour me tenir à l'écart.
L'infirmière est entrée pour vérifier mes constantes, a remarqué mon visage ravagé par les larmes. Ça ne va pas, Madame Durand? Vous avez besoin de plus d'antidouleurs? J'ai secoué la tête. Non. Ce n'est pas ce genre de douleur. Elle a hoché la tête avec compréhension, a ajusté ma perfusion tout de même. Parfois, l'esprit souffre plus que le corps. Essayez de vous reposer. Se reposer. Comme si c'était possible maintenant. Dès qu'elle a quitté la chambre, j'ai repris mon téléphone, cette fois pour ouvrir ma messagerie. Il y avait des messages auxquels je n'avais pas fait attention auparavant, trop préoccupé par l'absence de réponse à mes propres messages. Un mail de la banque confirmant un virement important effectué il y a 3 semaines. Une somme qui correspondait exactement au prix d'une croisière de luxe pour 5 personnes. Notre compte joint. L'argent que nous économisions depuis 2 ans pour, pensais-je, financer les travaux de notre appartement. Puis un message de Mathilde, une collègue de Thomas à son cabinet d'avocat: j'espère que tu profites bien de tes vacances. Le bureau n'est pas pareil sans toi. Ah, dans 2 semaines. 2 semaines. Il avait prévu d'être absent 2 semaines. Et moi, son épouse, je n'en savais rien. J'ai continué à fouiller, animé par une énergie nouvelle, celle du détective qui reconstruit un puzzle macabre. Des réservations de vol au nom de Thomas pour Nice, datant d'il y a 3 mois. Des échanges de messages avec Camille à propos d'excursions à réserver. Une conversation avec mes parents où ils demandaient s'ils devaient prévoir des vêtements formels pour les soirées de gala à bord. À mesure que je découvrais l'ampleur de leur secret, quelque chose se brisait en moi, mais étrangement, autre chose se renforçait. Une clarté nouvelle, froide et tranchante, s'installait. Toute ma vie, j'avais été celle qui faisait des compromis. Celle qui s'effaçait pour le confort des autres. Celle qui organisait les repas de Noël, qui se souvenait des anniversaires, qui maintenait les liens familiaux. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le jour commençait à se lever sur Lyon, colorant le ciel d'un rose pâle. Les premiers passants se hâtaient vers le travail, emmitouflés dans leurs manteaux. La vie continuait, indifférente à ma découverte, à ma douleur. J'ai repensé à notre dernière conversation, Thomas et moi. La veille de l'accident. Il m'avait dit qu'il partait pour un séminaire à Bordeaux le lendemain. 3 jours, peut-être 4. Je suis désolée de manquer ton anniversaire, chérie. Je me rattraperai, promis. J'avais hoché la tête, compréhensive comme toujours. Compréhensive et naïve. Sur mon téléphone, une nouvelle notification. Un message de la banque, cette fois. Un paiement par carte bancaire au nom de Thomas Durand, restaurant Le Miramar, Ajaccio. Horodaté d'hier soir. Le puzzle était complet maintenant. Pas de séminaire à Bordeaux. Pas d'urgence professionnelle. Juste un mensonge élaboré, construit pierre par pierre pendant des mois. Je me suis demandé ce qu'il dirait en apprenant mon accident. S'inventerait-il une excuse pour ne pas interrompre leurs vacances? Ou bien ferait-il semblant de n'avoir jamais reçu le message de l'hôpital? Curieusement, alors que tout s'effondrait autour de moi, je ne me sentais pas anéanti. Plutôt, libéré. Comme si un voile se levait, me permettant de voir clairement pour la première fois. La vérité, même douloureuse, était préférable à l'illusion dans laquelle j'avais vécu pendant si longtemps. J'ai pris une profonde inspiration, ignorant la douleur dans mes côtes. Puis, avec une détermination que je ne me connaissais pas, j'ai appuyé sur le bouton appel à côté du nom de mon mari. Ma main tremblait alors que j'appuyais sur le bouton d'appel à côté du nom de Thomas. La sonnerie a retenti 2 fois avant qu'il ne réponde, sa voix douce et composée. « Salut, ma chérie. Comment te sens-tu » J'ai pris une inspiration et gardé ma voix égale, malgré le tumulte intérieur qui me déchirait. « Où es-tu en ce moment » Il a hésité juste une seconde. Une hésitation infime, mais qui confirmait tout. « Je te l'ai dit, je suis en déplacement professionnel. Réunion toute la journée. J'allais t'appeler ce soir. Je te le promets. » Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres, mais il n'atteignait pas mes yeux. « C'est intéressant, ai-je murmuré, ma voix douce comme une lame. Parce que je viens de voir une story. Tu es en croisière, n'est-ce pas? Avec ma famille.
Il y a eu un long et lourd silence à l'autre bout de la ligne. J'imaginais Thomas en train de chercher ses mots, des excuses, n'importe quoi pour dissimuler la vérité. Mais je n'ai pas attendu ces mensonges. Profite bien du voyage, ai-je dit calmement, avant de raccrocher. Ma main est retombée à mes côtés, et j'ai fixé le plafond, sentant un étrange calme m'envahir. Un calme qui ressemblait presque à de la paix. La vérité était là, nue et crue, mais au moins c'était la vérité. Le téléphone a sonné presque immédiatement. Thomas. Je l'ai laissé sonner, chaque vibration semblant me libérer un peu plus d'un poids que je ne savais même pas porter. Après quelques instants, la sonnerie s'est arrêtée, laissant place à la notification d'un message vocal. J'ai appuyé sur le bouton pour l'écouter, curieuse malgré moi. Élise, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Oui, je suis en Corse, mais c'était censé être une surprise. Pour toi, pour ton anniversaire. Je venais te chercher à l'aéroport demain. Ta famille est là, mais c'était pour te faire une surprise. S'il te plaît, rappelle-moi. Sa voix était pressante, presque paniquée. Et pour la première fois, j'entendais clairement le mensonge dans chaque syllabe. Comment avais-je pu être si aveugle pendant toutes ces années? Je connaissais Thomas depuis la faculté de droit, où il brillait déjà dans les débats. Toujours le mot juste, l'argument imparable. Je l'avais admiré pour ça, pour cette facilité à convaincre, à faire plier les autres à sa volonté par la seule force de ses mots. Maintenant, je réalisais que cette même éloquence avait été utilisée contre moi, année après année. Petits mensonges, grandes omissions, manipulations subtiles, tout cela tissé dans un filet invisible qui m'emprisonnait sans que je m'en aperçoive. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Camille, ma sœur. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose en moi voulait entendre sa version, voir jusqu'où allait le mensonge. Élise? Thomas vient de nous dire que tu avais eu un accident. Mon Dieu, tu vas bien? Sa voix semblait sincèrement inquiète. Peut-être l'était-elle. Ou peut-être était-ce juste une autre performance bien répétée. Oui, un accident de voiture. Hier soir. J'ai une jambe cassée, des côtes fracturées et une commotion cérébrale. Mais ce n'est rien comparé à ce que je viens de découvrir. Un silence. Je pouvais presque l'entendre chercher ses mots. Écoute, Élise, je sais ce que tu dois penser, mais vraiment, l'ai-je coupé. Et tu sais ce que je pense? Tu sais ce que ça fait de se réveiller seul dans un lit d'hôpital, le jour de son anniversaire, et de découvrir que toute sa famille, son mari, sa sœur, ses parents, son meilleur ami est parti en croisière sans même lui en parler? Ce n'est pas ce que tu crois. C'était censé être une surprise pour toi. Thomas avait réservé ton billet pour que tu nous rejoignes demain. Il devait te le dire ce soir, pour ton anniversaire. Sa voix tremblait légèrement. Au moins, elle avait la décence de paraître mal à l'aise en mentant. C'est fascinant que vous ayez tous la même histoire. Vraiment bien coordonnée. Mais j'ai vu les réservations, Camille. Celles qui datent d'il y a 3 mois. Je n'y figure pas. Il a dû les faire séparément. Et les messages où vous planifiez tout ça sans jamais me mentionner? Et l'argent de notre compte joint que Thomas a utilisé? Et ton message sur Instagram où tu parles de ses vacances en famille sans que j'y sois incluse? Le silence à l'autre bout de la ligne était éloquent. Je croyais que nous étions proches, toi et moi, et je continuais, ma voix maintenant plus triste qu'en colère. Depuis notre enfance à Annecy, nos étés à construire des cabanes dans les arbres, nos confidences d'adolescente. Je pensais que si quelqu'un me serait toujours loyal, ce serait toi. Élise, je suis désolée. C'est compliqué. Non, Camille, c'est au contraire très simple. Vous avez tous choisi de m'exclure. De me mentir. De faire comme si je n'existais pas. Ce n'est pas vrai. Nous t'aimons tous. C'est juste que... Que quoi? La question est restée suspendue dans l'air pendant quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. C'est juste que, tu es toujours si, parfaite. Si organisée. Si contrôlante. Nous voulions juste profiter sans avoir à suivre ton programme minuté, tes itinéraires planifiés, tes listes de choses à faire et à ne pas faire. Sa réponse m'a frappé comme une gifle.
Moi, contrôlante? Moi qui passais des heures à organiser nos réunions de famille pour que tout le monde soit content? Moi qui adaptais toujours mes plans pour accommoder les préférences des autres? Et si c'est ce que vous pensez tous de moi, alors je suppose que c'est mieux ainsi, ai-je dit avec une dignité que je ne ressentais pas vraiment. Profitez bien de votre croisière. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai survécu à l'accident, je survivrai à ça aussi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant que ma voix ne me trahisse. Le téléphone a sonné plusieurs fois après ça. Thomas, puis ma mère, puis mon père. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et l'ai posé sur la table de chevet. L'infirmière est entrée pour vérifier mes constantes, a remarqué mon visage fermé. Tout va bien, Madame Durand? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Elle m'a regardé avec une compassion qui m'a touché plus que je ne l'aurais cru possible venant d'une étrangère. Parfois, les moments les plus difficiles sont aussi des moments de vérité. Des moments qui nous obligent à voir ce que nous avons refusé de voir pendant trop longtemps. J'ai hoché la tête, surprise par sa perspicacité. Comment savez-vous ça? Elle a souri tristement. Et disons que j'ai eu ma part de lit d'hôpital et de révélations douloureuses. Elle a vérifié ma perfusion, a ajusté mon oreiller. Vous savez, la jambe cassée guérira. Les côtes aussi. La tête également. Quant au cœur, eh bien, il a cette capacité étonnante à se reconstruire, parfois plus fort qu'avant. Après son départ, je suis restée allongée dans mon lit, les yeux fermés, écoutant les bruits de l'hôpital autour de moi. Les chariots qui passaient dans le couloir. Les voix étouffées du personnel médical. Le bip régulier des machines. La vie qui continuait, imperturbable. Étrangement, malgré la trahison, malgré la douleur physique, malgré la solitude, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis longtemps. Comme si un poids dont j'ignorais l'existence avait été soulevé de ma poitrine. La vérité, même amère, avait un goût de liberté. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Allongée dans mon lit d'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de rejouer dans ma tête les moments que j'avais vus dans ces vidéos, chaque sourire, chaque rire. Les personnes que j'aimais le plus au monde m'avaient laissé derrière sans hésitation. Et pourtant, je n'étais pas surprise. Au fond de moi, j'avais toujours senti que j'étais celle qui donnait le plus. Celle qui pardonnait le plus. Celle qui maintenait tout ensemble. Le docteur Moreau est passé en fin de matinée, a vérifié ma jambe, m'a expliqué la procédure chirurgicale qu'ils avaient dû effectuer pendant mon inconscience. Vous avez eu une fracture complexe du tibia, a-t-il expliqué en montrant les radiographies. Nous avons dû poser une plaque et des vis pour stabiliser l'os. La récupération sera longue, au moins 3 mois avant une reprise normale de la marche. J'ai acquiescé, étrangement détaché. 3 mois. C'était à la fois une éternité et rien du tout. 3 mois pour reconstruire non seulement mon corps, mais aussi ma vie. Avez-vous quelqu'un pour vous aider pendant votre convalescence, a demandé le médecin avec sollicitude. Vous ne pourrez pas rester seul les premières semaines. J'ai hésité avant de répondre. Hier encore, j'aurais dit mon mari sans réfléchir. Aujourd'hui, je trouverai une solution, ai-je simplement répondu. Le médecin a froncé les sourcils, peu convaincu, mais n'a pas insisté. Il m'a prescrit des antidouleurs, m'a expliqué les exercices à faire, puis est parti voir d'autres patients. J'ai rallumé mon téléphone, curieuse malgré moi de voir les réactions. 23 appels manqués. 42 messages. Des notifications sur toutes mes applications. Une tempête numérique qui contrastait avec le calme apparent qui régnait en moi. Je n'ai ouvert aucun message, écouté aucun message vocal. À la place, j'ai commencé à faire ce que je faisais toujours dans les moments difficiles, dresser une liste mentale. Mais cette fois, ce n'était pas une liste de tâches à accomplir ou de problèmes à résoudre. C'était une liste de vérités que je ne pouvais plus ignorer. Première vérité, mon mariage était un mensonge. Pas depuis le début, peut-être, mais depuis suffisamment longtemps pour que Thomas puisse planifier une croisière coûteuse sans m'en parler, utiliser notre argent commun, et mentir effrontément sur ses allées et venues. Deuxième vérité, ma relation avec ma famille était superficielle.
eux qui avaient toujours semblé me soutenir, m'admiraient, même ma mère qui me présentait comme un modèle à ses amis, mon père qui vantait ma réussite professionnelle, ma sœur qui me demandait souvent conseil, avait choisi de s'amuser sans moi, me considérant comme une présence contraignante plutôt qu'enrichissante. Troisième vérité, j'avais passé ma vie à essayer de plaire aux autres, souvent au détriment de mes propres désirs. Les dîners de famille que j'organisais méticuleusement chez nous, bien que notre appartement soit trop petit. Les vacances que je planifiais en fonction des préférences de Thomas, même si j'aurais préféré autre chose. Les week-ends à aider mes parents dans leur maison de campagne, alors que j'aurais aimé me reposer après mes semaines de travail intensives. Le plus douloureux était de réaliser que j'avais participé à ma propre invisibilité. J'avais été si occupée à prendre soin des autres, à anticiper leurs besoins, que j'avais oublié de prendre soin de moi-même. De faire entendre ma voix. D'exprimer mes désirs. Une aide-soignante est entrée, m'a apporté un plateau repas. Un gratin dauphinois industriel, une compote de pommes, un yaourt. De la nourriture d'hôpital, fade et sans âme. J'ai mangé mécaniquement, sans goût ni appétit. Vous avez reçu ça, a-t-elle dit en déposant un petit bouquet de fleurs sur ma table de chevet. De la part du personnel de l'hôpital. J'ai lu la carte qui accompagnait les fleurs. Bon anniversaire, Madame Durand. Prompt rétablissement. L'équipe soignante d'Édouard Herriot. C'était un geste simple, presque protocolaire peut-être, mais il m'a touché plus que je ne l'aurais cru possible. Des étrangers qui prenaient le temps de reconnaître mon existence, alors que ma propre famille m'avait effacé de leur plan. L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai regardé sans le voir un vieux film français sur la petite télévision de ma chambre, Amélie Poulain, une comédie douce amère sur la solitude et la connexion humaine. Je connaissais ce film par cœur, l'avais vu des dizaines de fois. Il me rappelait mes années d'étudiante, quand la vie semblait pleine de possibilités, quand je rêvais encore d'écrire des romans au lieu de rédiger des contrats bancaires. Par la fenêtre, je pouvais voir le ciel de Lyon se teinter progressivement des couleurs du crépuscule. Les nuages roses et oranges semblaient peints sur une toile bleu foncé. La Fourvière s'illuminait peu à peu, sentinelle dorée veillant sur la ville. J'avais toujours aimé cette vue, cette basilique majestueuse qui dominait l'horizon. Thomas et moi, lors de nos premiers rendez-vous, nous montions souvent là-haut, nous tenant la main en contemplant la ville à nos pieds. Nous faisions des projets, parlions d'avenir, imaginions la vie que nous aurions ensemble. Où tout cela avait-il disparu ? À quel moment précis avions-nous cessé d'être des partenaires pour devenir des étrangers partageant un toit ? Quand avait-il commencé à me voir comme un fardeau plutôt que comme une compagne ? Je pensais à chaque sacrifice que j'avais fait. Les événements familiaux que j'organisais. Les fêtes que j'hébergeais. Le soutien que j'apportais à la carrière de Thomas, même quand cela signifiait mettre de côté mes propres rêves. Et en retour, ils étaient montés à bord d'une croisière sans même vérifier si j'allais bien. Mon téléphone a vibré encore une fois. Un nouveau message. J'ai failli l'ignorer comme les autres, mais le nom m'a arrêté. Claire. Ma collègue de bureau, mais aussi une amie d'enfance, qui avait déménagé à Lyon en même temps que moi. Nous nous étions un peu perdus de vue ces dernières années, nos vies prenant des directions différentes, elle, célibataire et voyageuse impénitente, moi, mariée et ancrée dans une routine. Élise, je viens d'apprendre pour ton accident. Je suis de retour de Berlin demain. Tu as besoin de quelque chose ? Je peux passer à l'hôpital ? Simple, direct, sans effusion excessive ni promesse vide. Juste une main tendue, une proposition d'aide concrète. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai tapé « Oui, j'aimerais bien ». Chambre 304, Édouard Herriot. Après avoir envoyé ce message, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, un léger espoir. Pas l'espoir que ma famille reviendrait en s'excusant, ni que Thomas redeviendrait l'homme que j'avais épousé. Non, l'espoir qu'il existait peut-être une vie au-delà de celle que j'avais construite, des connexions authentiques au-delà des liens du sang ou du mariage. Dans le silence de ma chambre d'hôpital, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à comprendre que cet accident, cette trahison, ce n'était pas seulement une tragédie. C'était une clarté. C'était la vie qui me donnait une vérité douloureuse mais nécessaire, j'avais aimé les mauvaises personnes de la bonne façon. Et maintenant, j'avais le pouvoir de changer l'histoire.
Le lendemain matin, j'ai demandé à l'infirmière un stylo et du papier. Avec chaque once de force que je possédais, j'ai noté ce dont j'avais besoin, le nom d'un avocat, le numéro d'un thérapeute, une liste d'appartements à visiter. J'en avais fini d'attendre des personnes qui ne se manifestaient que lorsque cela les arrangeait. J'en avais fini de vivre une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Claire est arrivée en fin de matinée, les bras chargés d'un petit sac de voyage et d'une boîte de macarons de chez Sèvres, ma pâtisserie préférée à Lyon. « Tu as une mine affreuse », a-t-elle déclaré en posant ses affaires, avec cette franchise qui l'avait toujours caractérisée. J'ai éclaté d'un rire qui a réveillé la douleur dans mes côtes. « Merci. Toi aussi, tu m'as manqué. » Elle s'est assise sur le bord de mon lit, a pris ma main. « Raconte-moi tout. Et n'édulcore rien. » Alors j'ai parlé. De l'accident. De mon réveil solitaire. De la découverte sur Instagram. De la croisière. Des mensonges. Des années passées à m'effacer pour le confort des autres. Les mots sortaient comme un torrent longtemps contenu, parfois entrecoupés de larmes, parfois de rires amers. Claire m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux verts fixés sur moi avec une attention qui ne faiblissait pas. Quand j'ai enfin terminé, elle a serré ma main un peu plus fort. « Je ne suis pas surprise », a-t-elle dit doucement. « Comment ça ? Élise, depuis que je te connais, tu as toujours été celle qui prenait soin des autres. À l'école déjà, tu aidais tout le monde avec leurs devoirs. Au lycée, tu organisais les sorties, les anniversaires, les révisions pour le bac. À la fac, tu étais celle qui s'assurait que tout le monde rentrait bien après les soirées. » Elle a fait une pause, cherchant ses mots. « Tu as toujours eu cette façon de te rendre indispensable. Mais aussi de t'oublier toi-même. » Ces paroles m'ont frappée par leur justesse. C'était vrai. Toute ma vie, j'avais cherché à être utile, à être celle sur qui on pouvait compter. Comme si ma valeur dépendait uniquement de ce que je pouvais apporter aux autres. Et maintenant, a demandé Claire, me ramenant au présent. J'ai montré ma liste. Je vais tout recommencer. Tout. Tout. Mon mariage. Mon appartement. Mon travail, peut-être. Je ne sais pas encore. Claire a hoché la tête, sans surprise ni jugement. Tu auras besoin d'aide. Tu ne peux pas rentrer chez toi dans cet état. Je sais. Je pensais louer un studio temporaire, engager une aide à domicile. Ne dis pas de bêtises, m'a-t-elle coupé. Tu viens chez moi. J'ai une chambre d'amis, et je travaille de la maison la plupart du temps maintenant. Je peux t'aider. J'ai ouvert la bouche pour protester, par réflexe. Pour dire que je ne voulais pas déranger, que je trouverais une solution, que je me débrouillerais seule. Les mots habituels, les phrases que j'avais répétées toute ma vie. Mais Claire m'a devancée. Et ne me dis pas que tu ne veux pas être un fardeau. C'est exactement ce genre de pensée qui t'a mené ici. Elle avait raison, bien sûr. Cette obsession de l'autonomie, de ne jamais montrer de faiblesse, de ne jamais demander d'aide, c'était une prison que je m'étais construite moi-même. D'accord, ai-je finalement dit. Merci. Un simple mot, mais qui représentait un énorme changement pour moi. Accepter de l'aide, reconnaître que je ne pouvais pas tout gérer seule, c'était peut-être le premier pas vers une vie différente. Bien. Maintenant, parlons de ce dont tu as besoin concrètement. J'ai apporté quelques vêtements, des produits de toilette. Je suppose que tu vas rester ici quelques jours encore ? Probablement jusqu'à lundi, d'après les médecins. Parfait. Ça me donne le temps de préparer la chambre chez moi. Maintenant, ton téléphone n'arrête pas de vibrer depuis que je suis arrivée. Tu ne réponds pas ? J'ai jeté un coup d'œil à l'écran qui s'illuminait encore et encore. Thomas. Camille. Maman. Thomas encore. Non. Pas maintenant. Peut-être jamais. Claire a hoché la tête. Je comprends. Mais tu devras le faire à un moment donné. Pour toi, pas pour eux. Je sais. Elle a sorti son propre téléphone. Tu as besoin d'un avocat. Je connais quelqu'un, Maître Rousseau. Spécialiste du droit de la famille. Une femme remarquable. Je peux l'appeler pour toi ?
J'ai acquiescé, reconnaissante. Claire avait toujours eu ce don pour l'action concrète, quand moi je me perdais parfois dans les émotions et les analyses. Pendant qu'elle s'éloignait dans le couloir pour passer son appel, j'ai repris mon téléphone, non pas pour répondre aux messages de ma famille, mais pour faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, prendre ma vie numérique en main. J'ai commencé à faire le tri. J'ai désactivé les notifications de tous les groupes WhatsApp familiaux. J'ai supprimé mon compte Facebook, je ne l'utilisais presque jamais de toute façon. J'ai archivé les photos de Thomas et moi sur mon téléphone, incapable de les supprimer complètement mais ne voulant plus les voir défiler dans ma galerie. J'ai bloqué les numéros de ma famille, temporairement du moins, pour me donner de l'espace. Chaque action était comme un petit acte de libération. Comme si je coupais, un à un, les fils invisibles qui me retenaient prisonnière d'une vie qui n'était plus la mienne. Claire est revenue, l'air satisfait. Rendez-vous pris avec Maître Rousseau pour la semaine prochaine. Elle viendra directement chez moi puisque tu ne peux pas te déplacer. Merci. Je ne sais pas comment je pourrais, arrête ça tout de suite, m'a-t-elle coupé avec un sourire. Les amis n'ont pas besoin de tenir des comptes. L'après-midi a passé vite, entre la visite du médecin, les exercices avec le kinésithérapeute et les discussions avec Claire. Pour la première fois depuis l'accident, je me sentais, pas heureuse, non, mais peut-être en paix. Comme si je pouvais enfin respirer après avoir été sous l'eau trop longtemps. Claire est partie en début de soirée, promettant de revenir. Le lendemain. Une fois seule, j'ai senti l'anxiété remonter. Et si je faisais une erreur? Et si je regrettais de tourner le dos à ma vie d'avant? Et si Thomas avait vraiment une explication? Mais au fond de moi, je savais. Je savais que même si la croisière avait vraiment été une surprise, ce dont je doutais fortement, le problème était bien plus profond. Il s'agissait d'années de déséquilibre, de ma propre complaisance à accepter moins que ce que je méritais, de cette tendance à m'effacer pour ne pas déranger. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas une liste cette fois, mais des pensées, des sentiments, des souvenirs. Des moments où j'avais senti que quelque chose n'allait pas mais que j'avais ignoré. Des occasions où j'avais fait taire ma voix intérieure par peur de créer des conflits. Des rêves que j'avais abandonnés parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes des autres. L'écriture était laborieuse avec ma main droite couverte d'ecchymoses, mais chaque mot me semblait nécessaire, comme une façon de me réapproprier mon histoire, de la raconter à ma façon. J'ai écrit jusqu'à ce que mes yeux se ferment de fatigue, jusqu'à ce que l'infirmière de nuit vienne vérifier mes constantes et éteindre la petite lampe au-dessus de mon lit. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le sommeil des décisions prises, des tournants acceptés, des chemins nouveaux qui s'ouvrent dans l'obscurité. Au matin, quand je me suis réveillée, une idée claire s'était formée dans mon esprit. Je ne voulais pas seulement divorcer, changer d'appartement ou de travail. Je voulais redécouvrir la personne que j'étais avant que les attentes des autres ne me façonnent. Avant que je ne commence à m'effacer pour plaire, pour être aimée, pour être acceptée. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait quelque chose d'impulsif, j'ai pris un selfie. Moi, dans mon lit d'hôpital, sans maquillage, les cheveux emmêlés, les yeux encore gonflés de sommeil et de larmes passées. C'était loin d'être glamour, loin de ces photos soigneusement éditées que je publiais habituellement. J'ai créé un nouveau compte Instagram, avec un pseudo qui n'avait rien à voir avec mon nom réel. Et j'ai posté cette photo, avec une simple légende, jour 1. Je ne savais pas encore où cette nouvelle route me mènerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de le découvrir. 3 mois plus tard, je marchais dans les rues du Vieux-Lyon, une canne à la main et la détermination au cœur. Mon anniversaire ne serait plus jamais le même, mais je ne voyais plus ce jour avec amertume. C'était le jour où je m'étais réveillée, pas seulement de l'accident, mais de l'illusion que j'avais appelée une vie. Le printemps s'installait doucement sur la ville. Les terrasses des cafés débordaient de Lyonnais heureux de profiter des premiers rayons de soleil. Les pêchers en fleurs dans le jardin du Rosaire offraient un spectacle de rose et de blanc qui contrastait avec le gris des pierres séculaires. J'ai pris place à la terrasse du Café des Artistes, un petit établissement niché au pied de la colline de Fourvière que j'avais découvert lors de mes promenades de rééducation. Le serveur, Mathieu, m'a reconnu et m'a adressé un signe de tête amical. Le café crème habituel, Élise? Oui,
merci. Et peut-être une part de tarte aux pralines. Il a souri. Je te l'apporte tout de suite. Ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée 4 mois plus tôt. J'avais quitté mon emploi à la banque, un travail que j'avais toujours trouvé sécurisant mais peu épanouissant. J'avais utilisé une partie de mes économies pour suivre une formation en édition, renouant avec ma passion pour les livres et l'écriture. La procédure de divorce était en cours. Thomas avait d'abord tenté de me reconquérir, m'inondant de messages, de fleurs, même de lettres manuscrites, une première en 8 ans de mariage. Puis, face à mon silence, il était passé à la colère, m'accusant d'être inflexible, de ne pas lui laisser la chance de s'expliquer. Enfin, il avait semblé accepter ma décision, ou du moins comprendre qu'elle était irrévocable. Mes parents avaient réagi différemment. Ma mère avait pleuré au téléphone, me suppliant de ne pas détruire la famille. Mon père, plus pragmatique, avait tenté de négocier, proposant des dîners de réconciliation, des vacances tous ensemble pour repartir sur de bonnes bases. Camille avait oscillé entre culpabilité écrasante et tentative de justification. Je les avais tous écoutés. Puis, calmement, sans colère mais avec fermeté, je leur avais expliqué que je ne cherchais pas à punir qui que ce soit. Que je ne leur en voulais même plus vraiment. Mais que j'avais besoin de cette séparation, pas seulement physique mais émotionnelle, pour me retrouver. Mathieu est revenu avec mon café et ma tarte. Voilà. La tarte sort juste du four. Merci. Il a hésité un instant. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Je me sens bien. Il a souri à nouveau avant de s'éloigner vers d'autres clients. Mathieu était l'un de ces visages familiers qui avaient peuplé ma nouvelle vie, ni ami intime, ni simple connaissance, mais une présence bienveillante dans mon quotidien. Comme Madame Legrand, ma voisine de palier qui gardait parfois Milo, le petit chat tigré que j'avais adopté au refuge. Ou comme Victor, le libraire de la rue Saint-Jean qui me mettait de côté les nouveautés qu'il pensait susceptibles de m'intéresser. J'habitais maintenant un petit 2 pièces dans le quartier Saint-Georges, avec une vue partielle sur la Saône. Rien à voir avec l'appartement spacieux et design que je partageais avec Thomas à Villeurbanne. Mais ces 40 mètres carrés étaient entièrement miens, décorés selon mes goûts, sans compromis ni concession. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. J'avais pris l'habitude de venir travailler ici, loin du brouhaha des cafés plus touristiques, avec juste assez d'animation pour ne pas me sentir isolé. Je venais de décrocher un petit contrat avec une maison d'édition locale pour réviser des manuscrits. Ce n'était pas très bien payé, mais c'était un début, une porte entrouverte vers le monde littéraire dont j'avais toujours rêvé. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Et n'oublie pas le dîner chez Julien ce soir. 20h, je passe te prendre? J'ai souri en répondant, parfait. À ce soir. Claire avait été mon rock pendant ces 3 mois. Elle m'avait hébergé pendant 6 semaines, m'avait accompagné à mes rendez-vous médicaux, m'avait écouté pleurer et rager sans jamais montrer de lassitude. Grâce à elle, j'avais aussi rencontré de nouvelles personnes, comme Julien, un ami à elle qui travaillait dans l'édition et qui m'avait mis en contact avec mon employeur actuel. Je n'avais pas cherché à remplacer ma famille ou Thomas par un nouveau cercle tout aussi étouffant. Au contraire, j'apprenais à apprécier la solitude, à ne plus craindre les soirées sans plan, les week-ends sans obligation sociale. J'avais découvert le plaisir de choisir un film sans avoir à négocier, de manger ce qui me plaisait quand cela me plaisait, de laisser mon appartement en désordre si je n'avais pas l'énergie de ranger. Bien sûr, tout n'était pas rose. Il y avait des jours de doute, où je me demandais si j'avais eu raison de tout bouleverser. Des nuits d'insomnie où le lit semblait trop grand, trop vide. Des moments où j'attrapais mon téléphone, prête à appeler Thomas pour lui dire que j'étais prête à essayer à nouveau. Mais ces moments devenaient plus rares, plus courts, moins intenses. À côté de moi, une fillette s'est mise à pleurer parce qu'elle avait renversé son chocolat chaud. Sa mère, au lieu de la gronder, l'a prise dans ses bras et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rire à travers ses larmes. Cette scène banale m'a rappelé ma propre enfance, où le moindre faux pas était considéré comme une catastrophe, où l'apparence était toujours plus importante que le bien-être. J'ai pensé à mon thérapeute, Dr Merlin, et à nos discussions sur les schémas familiaux, sur la façon dont nous reproduisons souvent ce que nous avons connu, même sans le vouloir.
La guérison n'est pas linéaire, me disait-elle souvent. Il y aura des reculs, des moments où les vieilles habitudes reviendront. L'important est de les reconnaître et de choisir consciemment une autre voie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Madame Durand? Ici Maître Lefebvre, l'avocat de votre mari. Je vous appelle concernant la vente de l'appartement. J'ai pris une profonde inspiration. Je vous écoute. Monsieur Durand accepte votre offre. Il est prêt à vendre et à partager le produit de la vente comme vous l'avez proposé. Une vague de soulagement m'a traversée. C'était la dernière pièce du puzzle, le dernier lien concret avec mon ancienne vie. La perspective de cette vente m'avait causé bien des insomnies, Thomas ayant d'abord refusé catégoriquement, puis exigé des conditions déraisonnables. C'est une bonne nouvelle, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Mon avocate vous contactera pour les détails. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible avait été soulevé de mes épaules. L'appartement vendu, je pourrais peut-être envisager d'acheter quelque chose à moi, un lieu qui n'aurait jamais connu d'autres propriétaires, d'autre histoire que la mienne. J'ai repris mon travail, révisant un manuscrit prometteur, un premier roman écrit par une jeune femme de Grenoble. C'était l'histoire d'une botaniste qui, après un chagrin d'amour, partait explorer les forêts du monde entier pour cataloguer des espèces en voie de disparition. Un voyage de découverte qui était aussi un voyage intérieur. L'histoire résonnait en moi d'une façon que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Parfois, je pensais à cette photo de la croisière. À ces rires. À cette trahison. Et puis je souriais, non pas de douleur, mais de liberté. Car les perdre m'avaient rendu à moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'étais et cela ressemblait à un foyer. Au bout d'une heure de travail, j'ai refermé mon ordinateur, payé mon addition et repris ma route. Ma jambe me faisait encore mal après une trop longue station assise, séquelle de l'accident que je garderais probablement toute ma vie. Mais la douleur était supportable, presque familière maintenant, un rappel constant de ce jour qui avait tout changé. En remontant la rue Saint-Jean, j'ai croisé un groupe de touristes qui suivaient leur guide, appareil photo en main. J'ai souri en les voyant s'extasier devant une traboule, ces passages typiques de Lyon qui traversent les immeubles pour relier deux rues. J'avais été comme eux autrefois, suivant docilement le chemin tracé par d'autres, absorbant leurs récits sans me demander si j'aurais préféré explorer par moi-même. Sur la place de la Trinité, un musicien de rue jouait du violoncelle, son étui ouvert devant lui pour recueillir quelques pièces. L'air était mélancolique mais étrangement revigorant, comme une promesse que la beauté peut naître même de la tristesse. J'ai déposé quelques euros dans l'étui et échangé un sourire avec le musicien. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Milo qui m'attendait derrière la porte, miaulant son impatience. Je l'ai caressé, lui ai donné à manger, puis me suis installée sur mon petit balcon avec un livre et un verre de vin. Le soleil commençait à descendre, dorant les façades des immeubles de l'autre côté de la Saône. Demain serait un autre jour. Un jour de plus dans cette nouvelle vie que je construisais, brique par brique, choix par choix. Un jour de plus où je serai pleinement moi-même, sans filtre ni compromis. Un jour de plus où je ne serai ni la fille parfaite, ni l'épouse dévouée, ni la sœur prévenante, juste Élise, avec ses forces et ses faiblesses, ses certitudes et ses doutes, sa volonté inébranlable de vivre authentiquement. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant.